Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins et je suis ravie de vous retrouver dans notre point info quotidien. Nous sommes le vendredi 12 février. Commençons par le procès de mise en accusation. Nous allons voir dans le détail les nouvelles. Pourtant, avant de commencer plus en détail, je voudrais faire référence à Roger Simon, un romancier, scénariste et auteur du livre intitulé I Know Best, How Narcissism is Destroying Our Republic If it has not already. Traduction, personne ne sait mieux que moi comment le narcissisme moral est en train de détruire notre République si ce n'est déjà fait. Il a dit, je cite, « Discuter du procès de destitution des démocrates en termes juridiques est une perte de temps ridicule. Quiconque d'un peu sensé peut constater que le concept de mise en accusation d'un ancien président est totalement absent de la Constitution américaine. Retirer une personne qui n'est plus en fonction est un oxymoron, sério-comique tout droit sorti du théâtre de l'absurde. Il s'agit en fait du syndrome de dérangement provoqué par Donald Trump qui va d'une névrose à une sorte de psychose avec des caractéristiques de troubles obsessionnels compulsifs. Aussi, le niveau auquel ce procès mérite d'être examiné a donc un caractère psychanalytique et non juridique. Il soulève une fois de plus la question de savoir pourquoi les démocrates et leur cohorte de médias méprisent autant l'ancien président Donald Trump et en ont si peur. Je trouve cette affirmation assez intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant, nous commençons avec les avis qui sont assez partagés sur la façon dont les responsables de la mise en accusation de la Chambre et les avocats de M. Trump ont présenté leurs arguments. Chuck Schumer, leader de la majorité au Sénat, a fait l'éloge de Jamie Raskin, chef des procureurs de la mise en accusation de la Chambre des représentants. Il a qualifié son argumentaire de l'un des plus puissants qu'il ait jamais vu. Il a dit, je cite, « C'était à la fois érudit et touchant, ça nous a vraiment touché le cœur. » Raskin a fait valoir que si le procès n'avait pas eu lieu, cela aurait créé une exception de janvier. Il a déclaré que les futurs présidents pourraient abuser de leur pouvoir sans crainte d'être condamnés et empêchés d'exercer de futures fonctions. Bruce Castor, l'un des avocats de Trump, a qualifié cette idée de non-sens. L'ancien procureur spécial Ken Starr affirme que le Sénat n'a pas la compétence pour tenir un procès de destitution contre l'ancien président Trump. Starr, dans les commentaires à Fox News lundi, a déclaré que la Chambre haute ne peut pas juger un président après avoir quitté ses fonctions. Starr a dit « Le texte de la Constitution est pour moi absolument clair que le jugement en cas de destitution fait référence à la destitution et à une éventuelle déchéance. Il a fait valoir qu'un ancien officier, par définition, ne peut être destitué. » Un autre argument contre le procès imminent stipule que le président de la Cour suprême, John Roberts, devait être le président de la séance et il a refusé de superviser l'événement. Au lieu de cela, des démocrates du Sénat ont nommé le sénateur Patrick Leahy, président de la Chambre haute, pour présider le procès. Et il y a quelques jours, le professeur de droit de Harvard, Alan Dershowitz, a présenté des arguments similaires en déclarant sur Fox News « La Constitution est très claire, le sujet, l'objet, le but de la destitution est de destituer un président en exercice et il y a un précédent dans l'histoire, dit-il. Lorsqu'en effet le président Nixon a démissionné en prévision de sa destitution et de sa révocation, aucun effort n'a été fait pour le destituer après qu'il ait quitté ses fonctions. L'ancien président Richard Nixon a choisi de démissionner plutôt que de faire face à la possibilité d'un procès au Sénat au début des années 1970. Le procès pourrait être court ou s'éterniser pendant des semaines selon que les témoins sont appelés à comparaître. À présent, toujours dans l'actualité mais sans lien avec la mise en accusation, l'ordonnance du président Biden révoque celle de son prédécesseur qui demande aux agences fédérales de publier des directives sur la manière dont elles interprètent et appliquent les règlements. En effet, plus de 20 républicains sénateurs demandent au président Biden de reconsidérer ce décret. Ils disent que cela affectera la transparence des agences fédérales. Le sénateur américain Ron Johnson et 20 autres sénateurs du Parti républicain
ont envoyé une lettre au président Biden lui demandant de reconsidérer ce décret. L'action de Biden annule le décret de l'ancien président Trump qui apporte plus de transparence aux agences fédérales. L'ordonnance de l'ancien président a reçu le soutien des deux partis et a permis de réduire le gaspillage de la réglementation fédérale. Biden a annulé le décret dès son premier jour de mandat. Aujourd'hui, un groupe de 21 sénateurs républicains ont écrit la lettre à Biden lui demandant de reconsidérer sa décision. Ils disent qu'il n'y avait aucune raison valable de revenir sur cette politique. Ils écrivent sans explication, vous avez décrit ce décret comme l'une des politiques de directives néfastes qui menacent et compromettent la capacité du gouvernement fédéral à faire face à la pandémie Covid-19, à la reprise économique, à la justice raciale et au changement climatique. Les sénateurs se demandent pourquoi les Américains soumis à une réglementation fédérale ne devraient pas avoir accès aux politiques qu'ils doivent suivre. La lettre dit ceci: il est tout simplement faux de croire que les Américains préfèrent ne pas savoir quelles règles et réglementations fédérales s'appliquent à eux et comment. Donc ils veulent tout simplement que Biden annule son ordonnance et qu'il soutienne la législation sur laquelle se fonde l'ordonnance de Trump. Le ministère de la Justice demande aux avocats américains nommés par le gouvernement de remettre leur démission. Il y a 2 fonctionnaires, en revanche, qui n'ont pas été invités à démissionner. Parmi eux, le procureur de Delaware, David West, qui enquête sur les impôts de Hunter Biden. L'autre est le conseiller spécial John Durham, qui enquête sur les origines de l'enquête de contre-espionnage sur Trump et la Russie. Alors nous avons l'attaché de presse Jen Psaki qui déclare que l'objectif de Biden est de maintenir le département de la justice libre de toute influence politique. C'est certainement pour cela que Weiss et Durham restent. Le procureur général par intérim Monty Wilkinson a déclaré que dans les procureurs américains ne sont pas confirmés, ce sont des intérimaires qui rempliront le rôle dans l'immédiat. Environ un tiers des bureaux des procureurs américains sont dirigés par des intérimaires. Les anciens présidents ont demandé aux procureurs américains de démissionner, mais ils l'ont fait sur une plus longue période. Les anciennes administrations ont fait valoir qu'il s'agissait d'une tradition pour les nouveaux présidents. Par exemple, le président Trump avait demandé lors de son mandat à 46 avocats américains de démissionner lors de son entrée en fonction en 2017. Autre sujet à présent concernant la Big Tech. Un membre de l'équipe de surveillance de Facebook a rejoint le ministère de la Justice de Biden. Elle se retire de son poste de conseiller de surveillance à Facebook pour accepter le poste. Pamela Karlan de Stanford travaillera au sein de la division civile du ministère de la Justice. Elle part après avoir passé moins d'1 an au sein du conseil de surveillance de Facebook. Elle a déclaré, je cite, « Travailler avec mes collègues du conseil de surveillance pour mettre en place une approche plus juste et plus efficace de la modération de contenu a été un honneur. Le conseil a un rôle essentiel à jouer pour que Facebook rende des comptes. » Fin de citation. Professeure à l'université de Stanford, Karlan a également aidé à la transition de Biden. Elle a été inscrite comme volontaire dans l'équipe d'examen de son agence du ministère de la Justice et vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle dans les journaux. En effet, en 2019, elle a témoigné lors du premier procès de mise en accusation de Trump. Elle a fait une blague aux dépens du plus jeune fils de Trump, Barron, qui n'avait que 13 ans à l'époque. Elle s'est excusée par la suite. Et en 2009, le New York Times l'a présentée comme le choix potentiel favori de la Cour suprême pour la gauche. Son parcours s'inscrit dans un schéma de porte tournante entre Facebook et les administrations démocrates. Le mois dernier, Facebook a engagé un vétéran de l'administration Obama, Roy Austin, et au moins 3 personnes de l'équipe de Biden travaillaient pour Facebook. Elles ont également occupé des postes au sein de l'administration Obama. Il s'agit de la secrétaire du personnel de la Maison-Blanche Jessica Hertz, Jeffrey Zients et Austin Lin. Pour rappel, vous vous souvenez peut-être que le PDG de Facebook avait donné 500 millions de dollars pour les élections américaines de 2020. Le projet Amistad de la société Thomas More
avait affirmé que ces subventions avaient favorisé les régions démocrates et avaient violé les lois électorales. Twitter à présent. Le directeur financier de Twitter, Ned Sagal, affirme que l'interdiction de Trump est permanente même s'il se présente à nouveau aux élections. Il a dit « Si vous êtes retiré de la plateforme, vous êtes retiré de la plateforme, que vous soyez commentateur, directeur financier ou que vous soyez un ancien ou actuel fonctionnaire. » Twitter a suspendu définitivement Trump de la plateforme le 8 janvier. Le site des médias sociaux a allégué que les derniers tweets de l'ancien président avaient incité à la violence, bien qu'aucune accusation pénale n'ait été portée contre lui. Et depuis quelque temps, vous avez peut-être entendu parler des discussions sur le fait que Trump pourrait lancer sa propre plateforme. Voilà, Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci d'avoir été présent. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à lundi et bon week-end. Au revoir.